pas de Au répondre au fur, fur et à au mesure, fur hein. et à mesure. Très Ouais, bien, ouais. parfait. On fait Donc, ça. euh, donc je vais commencer par juste quelques petits récaps d'actu qui m'ont semblé intéressants rapidement, hein, mais à commencer par PayPal, hein, le fait que, bon, vous savez, ça avait lancé le bull run, hein, l'année dernière, en fait, le bull run des instituts, quand PayPal avait annoncé que ses clients US allaient pouvoir acheter des bitcoins directement à partir de leur plateforme PayPal. Donc là, on voit que ça s'étend au UK. Donc la prochaine étape, évidemment, ça va être l'Europe. Puis le reste du monde, je pense voilà, ça va venir assez vite. On est dans une phase d'adoption de masse et que voilà, je trouve que c'est intéressant de voir PayPal qui commence à étendre. Donc, ça veut dire que ça fonctionne aux US, ça fonctionne bien. Je crois que d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont achetés à travers PayPal aux US. Donc, voilà, c'est un marché qui continue à se développer. Et en parlant d'adoption de masse, on a aussi, et ça, vous l'avez sûrement vu, vous en êtes forcément au courant si vous suivez un peu les cryptos, on a une espèce d'euphorie en ce moment sur les NFT. Donc, les NFT, c'est non-fungible tokens, ce sont des tokens comme des Ethers, hein, sauf qu'ils sont uniques. Et donc, ça permet d'échanger des images, ça permet d'échanger n'importe quoi, de la musique. Et on voit qu'en ce moment, il y a une espèce d'euphorie, mais le mois d'août a été particulièrement. Alors, attendez, je vais juste. A été particulièrement impressionnant puisqu'on voit que OpenSea, donc, qui est la principale plateforme d'échange de NFT sur Ethereum, a littéralement explosé. On a atteint les 3 milliards d'échanges sur cette plateforme. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense qu'il y a à noter, c'est que vous savez, en 2018, enfin, début janvier 2018, quand le Bitcoin crash, 15 jours après les Ethers crash, on n'a pas, à l'époque, on avait déjà eu cette bulle des NFT avec CryptoKitty, qui avait déjà engorgé la blockchain Ethereum d'ailleurs. Mais ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que ça avait vraiment craché, quoi. Genre, les CryptoKitties, ils avaient perdu 97% de leur valeur quasiment enfin, hyper rapidement. On n'est pas dans cette phase-là, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas là, on a eu un crash le 19 mai. Le marché a perdu en gros 50% de sa valeur, en tout cas les Ethers, par exemple. Et on se retrouve avec un marché extrêmement bullish, notamment donc, sur les NFT, avec une adoption, et on va le voir, mais encore avec une adoption des instits qui n'ont pas lâché leur position, en fait, qu'on fait qu'accumuler dans ce dip, enfin dans la correction qu'on a vue en mai. Et donc, au final, on est alors potentiellement, euh, on a potentiellement un marché, en gros, un marché qui n'est un marché haussier qui n'est pas terminé. En tout cas, on n'est pas du tout dans la même configuration pardon, que 2017, que le marché haussier 2017. On est plus dans une configuration, je pourrais vous montrer, dans une configuration de celle de 2013, en fait, 2013-2014, où on Ah avait oui, eu d'accord. une montée en deux temps. Mais donc voilà, le NFT, on a des absurdités, hein. Donc, comme toute bulle, là, vous voyez un JPEG d'un rock qui s'appelle un Ether Rock qui se vendent donc 1 300 000 $. Mais il n'y a pas que ça, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des gens riches qui l'achètent. Enfin, il y a aussi des instituts Visa à acheter un Oui, CryptoPunk pour 1 million et quelques, Budweiser aussi. Enfin, voilà, il y a un FOMO un peu généralisé et absurde, en fait. Mais donc, ça pour dire qu'on a un momentum quand même. Ces NFT, ça fait aussi un peu partie d'une adoption, hein, finalement, d'une adoption de masse. Je pense que les gens comprennent un peu ce que sont les NFT. Enfin, il y a une application directe, quoi. On peut échanger de la musique directement à des gens sur Internet. On peut vendre. Vous voyez, il y a par exemple Sorare. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Sorare, oui. c'est en fait, c'est une entreprise qui vient de lever 100 millions. Vous voyez, c'est pas rien. Et 100, eux, non, 500, 500. C'est d'ailleurs, une des plus grosses. ouais, 500, pardon. 500 millions. Et le truc, c'est que voilà, eux, c'est des cartes Panini. Vous vous souvenez, initialement, avec des joueurs de foot, bon, vous les échangez dans la cour. Maintenant, vous avez vos cartes Panini, mais vous pouvez les échanger donc avec des gens à l'autre bout de la planète instantanément, ou contre des euros, ou contre des bitcoins, ou contre des Ethers. En fait, ça apporte de la liquidité dans des marchés qu'on n'avait pas avant. Et Hmm. ça, je veux dire, ça s'applique partout, quoi. Il y a énormément de marchés qui n'ont pas du tout de liquidité ou qu'on n'avait pas assez. Et donc, les NFT et les cryptos en général vont apporter ça. Donc, c'est une des applications assez claires et assez faciles à comprendre des cryptos. Et donc, voilà, d'où l'engouement actuel. Mais je pense que c'est un début, hein, évidemment. Enfin, c'est un début, c'est clair, de ce qui va pouvoir arriver. Ce que j'aimerais juste voir avec vous aussi, c'est ça. En fait, c'est une news qui est importante, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais bon, on sait qu'il y a pas mal de mouvements en ce moment avec la SEC, de Gary Gensler, avec Janet Yellen, donc du Trésor, qui sont tous un peu hostiles. En tout cas, ils parlent tous assez mal des cryptos.
On avait donc Jerome Powell aussi, qui a eu, donc il y a eu un peu un rout des Fed, il y a toujours ça à Kansas City à la fin de l'été. Et là, donc on s'attendait un peu plus ou moins à ce que Jerome Powell parle contre les cryptos en disant, enfin en les remettant à leur place, parce qu'il y a eu pas mal de. Il y a eu aussi la question de l'infrastructure bill pendant le mois d'août qui a un peu dérangé. En gros, ils n'ont pas réussi à passer l'infrastructure bill parce qu'il y avait une question, parce qu'il y avait un amendement pour les cryptoactifs qui bloquait le passage au Sénat. Hein. Donc là, en ce moment, c'est à la Chambre. Mais concrètement, je crois que ça commence à énerver un peu les législateurs américains et en général enfin, les différents intervenants. Et du coup, voilà, on s'attendait à ce qu'il parle. Bon, en l'occurrence, il a pas du tout parlé contre le Bitcoin. Il a parlé, en fait, il a dit qu'il maintenait ses politiques donc, de soutien de l'économie. Et donc, le Bitcoin, enfin le Bitcoin a monté le jour même. Hein, il a forcément, il y a eu un jour assez bullish. Le dollar index, pour le coup, a fait le sens inverse. Je vous montrerai tout à l'heure, mais en fait, le Bitcoin, comme vous le savez peut-être, le Bitcoin et le dollar index sont inversement corrélés. Hein, donc, quand le dollar monte, le Bitcoin tombe. Enfin, c'est normal. Enfin, le Bitcoin, c'est un actif à risque. Donc, voilà, c'est normal que ce soit décorrélé. Ce que je voulais dire, et dans le fond, ça crée un environnement positif. Le fait que le dollar continue à descendre, et là, il descend depuis cette annonce, ça crée un environnement positif, en tout cas, entre guillemets macro, voilà, qui est propice à un développement qu'on a pu voir justement les 2 derniers jours, entre guillemets. Enfin, je ne dis pas que ça serait arrivé ou pas, hein, enfin, que ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu cette annonce, mais voilà, Ethereum a pris 10% hier, voire un peu plus. On voit que le Bitcoin va potentiellement aussi, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais potentiellement le Bitcoin va aussi monter, quoi. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'avant donc le pump d'hier, on avait quand même un momentum général qui était assez faible en fait. On n'avait pas les conditions d'un top de marché en fait, parce que d'une part, on avait des retails. Je pourrais vous montrer aussi. En fait, je peux pas switcher. J'aurais aimé switcher euh, d'un d'un tableau à un autre, mais là, je ne peux pas. Donc, je vous montrerai après les différents. Je vais switcher de tableau après. Mais concrètement, voilà, on avait des retails. Bon, c'est un des moyens de voir s'il y a de l'intérêt pour le Bitcoin. Hein. Donc, c'est Google Search, hein, donc Google Trend. En fait, les recherches de Google, on voit qu'elles étaient quand même plutôt, enfin, vraiment basses. En fait, c'est même plus bas que qu'au début du marché haussier. Et on voit que là, voilà, ça, en fait, c'est la demande, en fait, les volumes sur le marché spot. Donc, en gros, les principales bourses d'échange qui font du marché spot, hein, donc pas dérivé. Et on voit bien que la demande est relativement, enfin, les volumes sont faibles. Donc, ce qui s'est passé hier, notamment sur Ethereum et sur le Bitcoin, c'est pas les retail qui le drive. Hein. C'est pas, on avait, ça vient plus, en fait, à mon sens, hein, d'investisseurs instit qui ont continué à accumuler massivement. Hein. On voit bien d'ailleurs depuis. Je ne sais pas si vous voyez ma souris d'ailleurs sur le. Si, si. Si, ok, Ouais, bon. ouais, Et on voit ben, bien. voilà, en gros, qu'on massivement accumulé depuis le crash hein, du 17 mai là. Ils ont continué à voilà, ils ont continué à accumuler et donc on a plutôt, à mon sens, des whales qui dirigent le marché en ce moment, parce qu'on va voir aussi que les produits dérivés sont pas du tout euphoriques en ce moment. En fait, les funding rates, les spreads sont pas du tout euphoriques, en fait, pas du tout euphoriques comme on a pu le voir d'ailleurs depuis le début de l'année jusqu'en mai. Et puis, potentiellement, ça va redevenir ça. D'ailleurs, c'est en train de plus ou moins de le redevenir. Mais Mm. donc, on voit bien aussi que donc ça, c'est les hodl waves. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, on répartit les détenteurs de crypto en fonction du moment où ils l'ont détenu, où ils l'ont acheté. Donc, de 1 mois à 3 mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, 12 mois. Et là, en gros, c'est avant 6 mois. Et on voit bien que enfin, ceux qui détiennent depuis 6 mois leur crypto, ça a chuté. Donc, il y a plutôt une tendance à conserver ces cryptos en ce moment et pas du tout à les dépenser. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on voit un transfert assez net, hein, d'ailleurs, vraiment très clair depuis un moment, depuis un peu le bas du marché, que en fait, il y a un transfert hors des bourses d'échange centralisées. Donc, c'est assez hein, des cryptos. Après, ça doit être pris avec des pincettes parce que maintenant, on peut aller vendre ces cryptos un peu partout dans la Mm. DeFi, dans la CeFi. Donc, c'est pas si clair que ça. En tout cas, on voit bien que les funding rates, hein, vous savez, c'est la différence en fait,
on va y revenir, mais les funding rates, c'est un peu le financement des perpetuals, hein, des futurs perpetuals. Et on voit que dans un peu la période d'euphorie du marché haussier, jusqu'en mai, en gros, là, on voyait qu'ils étaient super élevés. On a eu donc toute la période de capitulation et ça revient, mais c'est pas non plus c'est pas de l'euphorie du tout. On n'est pas dans une période où voilà, tout le monde est en train on n'a pas du tout de pic. Donc, c'est pour ça que à un moment, et je vous montrerai après, mais à un moment, on se demandait si c'était juste un rebond par rapport au crash et que ça allait continuer à redescendre. En fait, ça a été une possibilité, hein, mais le mouvement là très récent nous montre que ça va potentiellement pas être le cas et que finalement, ça n'avait pas les caractéristiques d'un top de marché, c'est ça que je veux dire. D'autant que ça ressemble plus en fait à les caractéristiques qu'on a on-chain, hein, c'est-à-dire les données qu'on extrait de la blockchain Bitcoin, pour le moment correspondent plus à la période de début de marché haussier en fait, hein. Vous voyez, on avait eu le halving en mai ici, et, on avait eu donc le crash du Covid ici, et après donc la forte poussée à partir d'octobre, en fait fin octobre. Et donc on voit bien que là, le SOPR, qui correspond en fait les spend output, en fait, c'est le nombre d'outputs qui sont en profit ou en perte. Donc, on voit que là, c'est croissant. Et donc, on est plutôt un peu dans cet état d'esprit de reprise de momentum, en fait. Et on retrouve aussi notre realized profit and loss. On voit qu'on est pareil. On est au-dessus de zéro, mais on n'est pas non plus dans une période d'euphorie. Vous voyez, les périodes d'euphorie, en fait, en gros, où les whales prennent des profits, c'est quand on a des pics comme ça. Alors, il y en a eu ici, mais on voit bien que là, depuis, c'est un autre élément qui nous dit qu'on n'est pas totalement dans un top encore, parce que généralement, les tops sont associés à des prises de profit par les whales, et donc cet indicateur, c'est un des indicateurs qui nous permet de le voir. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'avais dit plus ou moins la semaine dernière dans le coaching que je fais. C'était assez clair en fait. Enfin, j'avais assez d'éléments, je pense, pour dire qu'on n'était pas un top de marché. Et donc, potentiellement, qu'on allait repartir à la hausse après avoir consolidé comme le Bitcoin et l'Ether l'ont fait pendant en fait tout le mois d'août. Et on a donc le SSR, le stablecoin supply ratio. Vous savez, hein, les stablecoins sont très utilisés, bon, pas que pour le collatéral des dérivés, mais aussi, c'est considéré généralement comme un moyen c'est du pouvoir d'achat de Bitcoin, hein, en gros. Et donc, traditionnellement, et donc là, on a un ratio, hein, le ratio là, entre la market cap du Bitcoin et donc de tous les stablecoins qui sont en circulation. Traditionnellement, quand ce ratio atteint le bas touche les bandes de Bollinger, on a généralement c'est généralement suivi d'une hausse. Voilà, hein, c'est juste pour reprendre un peu l'historique et comparer. Mais globalement, c'est ce qui s'était passé, une hausse du prix quand les bandes de Bollinger sont touchées par le SSR. On l'avait eu ici aussi lors du crash de mars. On l'avait eu ici aussi, évidemment. Et là, voilà, typiquement, on est potentiellement reparti dans une phase haussière. Ça fait des éléments qu'on accumule et on a effectivement le net annualized profit and loss. Donc là, qui revient dans le vert. Donc voilà, tout ça pour dire que globalement, on n'a pas alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais concrètement, on a quand même plutôt plus d'éléments qui nous permettent de dire que on serait plutôt dans une nouvelle phase haussière. Ce qui s'est passé hier et avant-hier, c'est que ça confirme un peu cette idée-là. On va voir. Après, ça peut toujours se retourner, on peut toujours être dans un rebond, hein, mais je vais vous partager un autre écran pour vous montrer un peu, toujours un peu sur le sentiment. Alors, attendez, c'est pas ça que je voulais vous partager. Je vais revenir dessus. Bon, écoutez, je vais vous montrer ça et après, je vous montrerai un peu le sentiment des dérivés pour que vous voyez un peu. Mais ce que je vous disais, par exemple, tout à l'heure sur le DXY, donc ça, c'est le dollar index. Vous voyez, ce qui est intéressant de voir avec le dollar index, c'est que si on dézoome un peu, en fait, le dollar index est dans un range depuis plusieurs années maintenant, depuis 2017. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, vous voyez, on est début 2017. Là, on a tout le marché haussier de 2017. On arrive, vous voyez, quasiment début janvier en bas. Voilà, en fait, on a le DXY qui finit de descendre. Et donc là, on a le crash du Bitcoin ici. Et donc, pendant que le DXY remonte, on a donc tout le bear market jusque
voilà, carrément jusqu'au crash Covid. Vous voyez? Ah, attends, où est-ce que tu es là? Parce que Vous voyez ou pas? Là, je suis crash Covid en mars. Mars, c'est quasiment jour là, pour jour. on est sur le. On voit que fin août, ouais, c'est ça, en fait, je pense. On est sur Ethereum Future Open Interest et Perpetual Funding Rate. Attends, alors attends, non, 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 c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi moi je partage pas la bonne. Attends une seconde. Pas de souci. Alors, ouais. Là, vous voyez le DXY? Ouais, à la nickel. Ok, bon, bah désolé. Un beau Euh, trading view. ouais, un bot trading view, exactement. J'ai l'impression que. Attends, juste pour checker, parce que est-ce que je peux passer de. Si je zappe comme ça Oui, vers. ouais, on voit très bien là. De Ok, nickel. BTC, ouais, ouais, c'est nickel. Ok, bon, je voulais juste checker, parce qu'avec Zoom, c'est pas toujours très, très clair. Bon, Forcément, ouais, tout à fait. ce que je disais en gros, c'est que vous voyez, le dollar index, il est Mhm. dans un range là depuis 2017. Et que ici, en fait, on a 2017, début 2019, début janvier 2017, c'est quasiment le début du bull market du Bitcoin. Vous voyez, on arrive là quasiment jour pour jour, le 8 janvier, crash du Bitcoin. On arrive en bas, là, le DXY qui remonte pendant tout le bear market. Donc, le Bitcoin tombe pendant que le DXY monte. Et là, quasiment aussi jour pour jour, on arrive au crash du Covid, qui signe le début du marché haussier du Bitcoin. Et donc là, voilà, jusqu'en mai, quasiment, alors on a décembre, mais jusqu'en mai, là, 17 mai, vous voyez, on arrive au plus bas du DXY. Et donc là, ça signe voilà, potentiellement donc, le bas du marché. Donc on a eu le crash. Et là, le dollar remontait, donc potentiellement aussi un terreau difficile pour les cryptos, hein, donc les actifs à risque. Ce qui s'est passé donc le 27, je vais me remettre en daily. Ce qui s'est passé en fait donc là avec l'annonce de Powell, c'est que ouais, on avait déjà eu une résistance importante ici, mais on voyait que c'était quand même reparti bien à la hausse, quoi. Et là, en fait, le 27, donc il a annoncé, ça a bien craché le jour du 27, et là, ça continue à retomber sous des zones de résistance qui étaient importantes. Donc, pour nous, c'est bien, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que pour nous, le dollar va dans le bon sens, là. Mhm. Tant qu'ils impriment, ça plaît au Bitcoin, quoi. Et ça, Ouais. c'est juste à prendre en considération. Euh, et donc, si on regarde le Bitcoin, justement, donc, en fait, on va, oui, là, on a aujourd'hui, si vous voulez voir en gros ce qui s'est passé, on va juste reprendre rapidement, mais vous Mhm. avez donc ici un Head and Shoulders qui est très clair, Mhm. avec une neckline ici, ok, Mhm. Mhm. qui sert là de zone de résistance super forte depuis le début maintenant, enfin depuis août, quoi. On Mhm. voit qu'on a un range en dessous et qu'on est revenu tester cette zone-là aujourd'hui encore à deux reprises. Mais donc ça n'a pas rompu aujourd'hui. Mhm. Euh, et du coup, potentiellement, on va voir quel est le momentum. Mais potentiellement, si jamais on commence à aller chercher cette zone-là, à dépasser cette neckline, pour moi en tout cas, avec après, il y a assez peu de résistance pour aller chercher le all-time high, en fait. Vous voyez, après, on a une zone de liquidité, à mon avis, qui va être comblée assez rapidement. Elles sont toujours comblées, ces zones-là. On voit bien qu'il y a eu très peu de transactions, hein, on le voit clairement ici. Mhm. Après, la prochaine résistance sera à 54. Donc, si on dépasse les 50, on va direct à 54, il n'y a aucun doute. Enfin, pour moi. C'est- Non, non, mais c'est clair, à mon avis, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Mais après, c'est cette zone-là qui va être plus compliquée à dépasser. Mhm. Potentiellement, voilà, la zone voilà, au-delà de 54, il peut y avoir plus de résistance, sachant que ça correspondra aussi à une zone, en fait, euh, De retracement. ouais, vous voyez, en fait, là entre les deux, on est dans la zone de rechargement de short, qui est une zone à risque, concrètement, hein, qui est une Mhm. zone où bah voilà, il y en a pas mal qui prennent des shorts parce que c'est potentiellement une zone où on peut aller dans l'autre sens, quoi. Donc, si jamais après on sort si jamais la prochaine étape, selon moi, elle sera à 57 000. Et si on dépasse les 57 000, après on est parti pour le all-time high. Ça, enfin, voilà, c'est ce que je crois. Après, je peux évidemment me Mhm. tromper, hein. Mais intéressant de voir qu'il y ait autant de momentum en ce moment sur Ethereum. Donc, on a Ethereum qui drive le marché, là, clairement, depuis hier. Ce qu'ils ont fait là, c'est quand même assez dingue. Ethereum était pareil, hein, dans un range. Ils ont essayé à, je sais pas, 7 ou 8 reprises de passer les 3320. Euh, donc hier, on a réussi à le dépasser.
Mais ce n'était pas gagné, en fait. Si jamais si on redescendait en dessous finalement des 3056, là, potentiellement, on retournait dans l'autre sens. Clairement même. Et on allait rechercher le bas du range et potentiellement celui du range précédent. Mais voilà, je pense que en fait, Ethereum est clairement plus bullish en ce moment. Vous voyez, on est clairement là, on est en train de chercher la zone, justement. Hein, ça s'est arrêté pile au niveau de la zone de rechargement de short. Si jamais on passe au-dessus, ce qui est une possibilité, après, voilà, il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher plus haut. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, bon, est-ce qu'on a du momentum? Si on regarde le RSI, on voit que, bon, voilà, potentiellement, on a encore une contraction ici du RSI. On va voir ce que ça va donner. Potentiellement, ouais, on peut s'attendre à un mouvement assez fort sur le Bitcoin dans les jours à venir, dans un sens ou dans l'autre, hein, on va voir. Mais donc voilà, pour le moment, on a bon, on reste bullish, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça reste bullish. En tout cas, les mouvements qu'on a vus hier et aujourd'hui vont clairement dans le bon sens, hein, parce que le Bitcoin, on aurait pu. Enfin, voilà, on avait cette zone-là de support à 46, justement 228. Si on redescendait en dessous, là, on commençait à former des M et c'était super mauvais. Là, on pouvait retracer sans problème. Justement, là, il n'y avait quasiment aucune résistance. On pouvait tout à fait retracer vers les 42, quoi. Assez facilement, en fait, je veux dire. Donc voilà. Après, si on regarde un peu ce que donnent maintenant un peu je vais partager un autre tableau que je voudrais voir avec vous. Mais... Donc là, j'imagine que vous voyez le Glassnode Studio, c'est ça? Yes. OK. Donc là, c'était juste un peu pour vous donner le sentiment général sur le marché. Est-ce que, bon là, évidemment, on est un peu sur Ether, on voit les open interest sur les futurs. En fait, on regarde beaucoup les dérivés pour savoir, parce que le sentiment sur les produits dérivés est souvent le reflet du sentiment sur le marché spot. Hein. En gros, le spot, vous savez, hein, c'est les achats sur les bourses d'échange traditionnelles. Parce que bon, voilà, les gens, s'ils commencent à shorter sur les dérivés, ils ne vont pas aller prendre des longs sur le short. Enfin, les gens, les instituts font ça, mais pas le retail, quoi. Après, on a. Donc voilà, en fait, on a sur les produits dérivés, Juste une on a. petite question, excuse-moi, par rapport à Ethereum. Dis-moi. Il y a une question de François qui demande comment on explique la surperformance d'Ethereum après l'échec de IP 1559 sur la réduction des frais qui explose, hors Alors, justification par le Burnway. Alors, le IP 1559 n'avait pas pour vocation de faire baisser les fees, en fait. Hein. Il avait pour vocation d'encadrer la façon dont ils sont déterminés, dont une partie des fees est déterminée. Et le fait que les fees vont baisser à terme, Ethereum 2. ça va se faire à travers les roll-ups, en fait, à Ouais. travers donc, les chaînes à côté qui vont en fait drainer des volumes de transactions hors de la blockchain Ethereum. Donc, on a maintenant Optimism et Arbitrum. Donc, Optimism qui lance Uniswap version 3 et Synthetix, c'est quand même pas rien. C'est les deux gros parmi les deux plus gros consommateurs de transactions. Et après, on a aussi Arbitrum qui va lancer une version d'Optimism. On a évidemment Polygon, hein, donc avec Aave, Curve. Et là, on a quand même des volumes de transactions qui vont sortir de plus en plus d'Ethereum, avec notamment des programmes d'incitation. Hein. Sur Polygon, il y a des programmes d'incitation pour aller déposer de la liquidité. Hein. Et du coup, d'ailleurs, on retrouve assez bien, notamment si on regarde sur les money markets. Regardez Aave. Donc déjà, c'est en forte, c'est en forte hausse quand même. La défi est vachement utilisée, un Compound, Aave, Maker. Mais on voit bien qu'il y a pas mal de tokens Aave qui sont plus, vous voyez, qui sont plus sur les. Comparé à Compound, il y a encore pas mal. Donc là, c'est le pourcentage de la balance en fait qui sont sur les bourses d'échange centralisées. Et Aave, il y en a très peu parce qu'ils ont des produits en partie, je pense, hein, il y a des programmes de liquidité. De liquidity mining, en gros. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, vous êtes incité à aller déposer de la liquidité dans des pools parce qu'il y a des revenus importants. Et donc, ces programmes vont arriver sur Optimism, sur Arbitrum, et ça va drainer de la liquidité hors d'Ethereum. Mais le IP 1559 n'a pas vocation. En fait, ça permet au lieu que ce soit le marché qui détermine les fees, là, c'est prédéterminé par
par le base fees, en fait, est prédéterminé par le protocole. Et en fait, l'effet hyper positif de l'EIP 1559, c'est qu'une partie importante des fees, les base fees, sont brûlés, quoi. C'est ça. Donc, Donc on c'est a donc c'est déflationnaire. En gros, la vertu, c'est que l'objectif, c'est que l'Ethereum s'apprécie, quoi. bah, c'est que si vous détenez des Ethers et qu'il y a des Ethers, c'est-à-dire que la masse monétaire des Ethers diminue, évidemment, vous en bénéficiez, quoi. Évidemment que ça joue et ça, les instituts l'ont très bien compris, hein. Il y a aussi le fait qu'on passe au Proof of Stake. Vous voyez, Proof of Stake, la différence entre le Proof of Work qui consomme énormément d'énergie comme le Bitcoin actuellement et comme Ethereum, hein, et le Proof of Stake, c'est que le Proof of Stake consomme plus rien, plus d'énergie, on n'a pas besoin de machines, on n'a pas besoin de. C'est juste le fait de la différence entre les deux. En gros, c'est qu'avec le proof of stake, vous mettez des tokens en gage. Et donc, le fait de mettre des tokens en gage, des Ethers en gage, ça vous donne le droit de participer au mécanisme de consensus. Parce qu'on part du principe que plus vous avez d'intérêt dans le réseau, moins vous avez intérêt à ce que ça se passe mal. Parce que surtout, si jamais vous essayez de vous comporter mal dans le processus de minage, bah, vos tokens que vous avez en gage sont gardés, quoi, ou détruits. Et du coup, voilà, on passe au proof of stake qui consomme énormément moins d'énergie. Et donc, est-ce que j'y arrive, et ça consomme énormément moins d'énergie. Et donc, il y a moins besoin de rémunérer les mineurs pour ça. Vous savez, c'est une industrie. Pour que les mineurs soient rentables, il faut les rémunérer. Le Bitcoin, soit le prix augmente, soit on génère plus de tokens parce que eux, ils ont besoin de se rémunérer. Sinon, ils ne sont pas rentables. Et sinon, ils font faillite. Et donc, les Ethers, dans assez peu de temps, d'ici un an, les mineurs, il y aura moins besoin de les rétribuer, beaucoup moins en fait. Et Vitalik Buterin l'a dit à plusieurs reprises, en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'émission même des Ethers va être divisée par deux. Donc, on va avoir d'un côté des Ethers qui sont brûlés dans le mécanisme de consensus, et de l'autre, des Ethers qui sont moins émis. Vous savez, à chaque fois qu'on ajoute un bloc à la blockchain, on émet deux Ethers à l'heure actuelle, ça va passer à 1, potentiellement. Ce n'est pas encore fait, mais c'est potentiellement. Et là, du coup, on va clairement avoir une blockchain Ethereum déflationniste. Et ça, les instituts l'ont très bien compris. Et je pense qu'ils investissent parce qu'ils savent qu'à moyen terme, Ethereum va forcément s'apprécier. Merci. Voilà, en gros, pour répondre à la question. Mais l'EIP, non, et au contraire, ça s'est en fait très bien passé. Parce qu'il y avait plein de mineurs qui disaient non, on ne va pas du tout continuer à miner sur la nouvelle chaîne. On va continuer à miner sur l'ancienne. Nous, on perd tellement d'argent que ça ne nous intéresse pas, votre truc. Et en fait, ça s'est bien passé. Donc la prochaine étape en termes de milestone, ce serait, parce que c'est vrai que c'est quoi? Parce que c'est un peu flou en tout cas pour c'est tout simple. Enfin, c'est pas tout simple. Non, c'est pas tout simple d'ailleurs. C'est Ethereum 2.0. Là, on a fait la première étape. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle la Beacon Chain. Ce qu'il faut voir, c'est que, enfin, je vous renvoie, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube là-dessus pour expliquer ce que ça va être vraiment Ethereum 2.0. Mais Ethereum 2.0, en gros, là, le gros problème d'Ethereum, c'est qu'on a des milliers d'applications. Ethereum, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent leur blockchain à des applications. C'est tout. Ils offrent un environnement de développement pour des applications décentralisées. Et là, il y a toute la défi, il y a tous les NFT qui cartonnent et du coup, qui enregistrent toutes leurs transactions sur une blockchain. C'est un énorme problème. C'est pour ça que les fees sont aussi chers en ce moment. Et du coup, l'idée d'Ethereum 2.0, c'est de faire des shard chains. En gros, ils vont créer 100 blockchains avec une master chain, donc une beacon chain, qui va gérer le mécanisme de consensus de ces différents. Enfin, en gros, qui va gérer la sécurité de toutes ces blockchains. Mais voilà, vous allez vous retrouver une blockchain avec Compound, une blockchain avec un projet ou deux, trois projets. Donc, d'ici un an, de toute façon, il n'y aura plus de problème de fees. C'est terminé et ça sera beaucoup plus rapide. Tout en étant décentralisé, ce qui est quand même un challenge que certaines blockchains ne réalisent pas. Enfin, par exemple, Binance Smart Chain, c'est rapide, c'est pas cher, mais c'est pas décentralisé. Je veux dire, ils sont construits sur Cosmos, sur le Cosmos SDK, et Tendermint, ce n'est pas un mécanisme de consensus. On connaît tous les mineurs. Ils appartiennent tous à l'environnement de Binance, ce qui n'est pas le cas d'Ethereum, bien sûr. Donc, la prochaine étape, c'est de mettre en place ces blockchains, ces shards, et puis voilà, passer au proof of stake, quoi, et arrêter le proof of work. Donc, d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui est intéressant de voir, après j'arrête, hein, mais autre mécanisme de rareté qui s'ajoute, hein. Vous savez, en fait, le Bitcoin, on a le halving, hein, vous savez, tous les 210 000 blocs, la rémunération des mineurs est divisée par 2. Ça a toujours engendré les marchés haussiers dans lesquels on est actuellement, hein. Mais tous les halvings ont généré des marchés haussiers. Bon, ça, vous le savez sûrement, c'est des cycles réguliers. En fait, les cycles du Bitcoin sont drivés par le halving. Ethereum, ils sont en train de créer leur mécanisme de rareté. Avec donc Ethereum 2.0, le proof of stake, c'est ça aussi. C'est que vous voyez, vous avez maintenant 7 millions d'Ethers qui sont loqués
dans le protocole, donc qui ne circulent plus. Donc, un effet de rareté qui est inévitable. En fait, on va avoir ce qu'on appelle un supply squeeze qui est en train d'apparaître en ce moment sur le Bitcoin. Mais un supply squeeze, parce qu'on va manquer d'Ether, quoi, concrètement. D'autant qu'il y a ça, puis il y en a aussi qui sont loqués dans la défi, qui sont en gros, c'est-à-dire qu'ils sont c'est des Ethers qu'on bloque dans des protocoles comme Uniswap, Aave, Compound pour obtenir des revenus dessus. Mais ils sont loqués. Donc, en gros, c'est encore des Ethers en moins. Et il y en a 10 millions. Donc là, on est en gros à 17 millions. Il y a 170 millions d'Ethers en circulation. Si on en brûle à intervalles réguliers, qu'on en émet moins, naturellement, d'ici 1 an, 2 ans, Ethereum va, enfin, à mon sens, hein, je peux que s'apprécier. Voilà. Claire, merci. Voilà un peu pour le Merci beaucoup. background. Mais pour revenir juste Oui. et donc, ouais, du coup, en fait, effectivement, sur Ethereum, on a quand même. Vous savez on a ouvert les produits dérivés sur Ethereum, donc sur CME, là, en février. C'est tout récent, mais on voit qu'il y a quand même vachement, il y a déjà 10 milliards d'open interest en futur, ce qui est énorme. Il y a un réel intérêt des instits, en fait. Je pense que et l'aspect environnemental, pour l'avoir entendu à plusieurs reprises de la part d'Instit, c'est quelque chose d'important. Enfin, et je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent ça comme quelque chose d'important. Donc, le fait qu'Ethereum devienne propre dans 1 an, je sais que ça joue, en fait. Et donc, on a les perpetuals. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont les perpetuals et les funding rates, mais globalement, en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils sont redevenus positifs, mais ils ne sont pas euphoriques. Et puis, on a, alors on a une super liquidation là, parce que en fait, on avait vu, il y en avait pas mal qu'on shortait justement. Je peux pas vous montrer, mais en gros, il y en avait quand même pas mal qui avaient shorté dans le range. En fait, à chaque fois qu'on est dans le range, il y en a pas mal qui pensaient que voilà, on allait corriger, qui ne s'attendaient pas du tout au mouvement qu'on a eu hier et avant-hier. Et du coup, on a un fort pic, on a vraiment un énorme pic de liquidation à 125 millions. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces Ethers qui sont loqués dans des contrats dérivés, des applications décentralisées, ils sont, vous savez, si jamais en fait, vous avez un collatéral ratio, en gros, et si vous dépassez si votre opération de dérivé, votre futur, votre perpétual est plus collatéralisé à hauteur de ce qu'il faut, vos positions sont liquidées immédiatement. On n'est pas, vous pouvez rajouter du collatéral, mais si vous ne le faites pas, vos positions sont liquidées. Et quand vous voyez, par exemple, le 17 mai, les mouvements sont hyper accentués parce que quand on arrive à un certain niveau, là, on a des cascades de liquidation, mais majeures, et ça accentue les mouvements de correction comme celui qu'on a vu le 17 mai. Et donc, ça s'ajoute. C'est des choses qu'on n'avait pas en 2017, vous voyez. Et ça va s'accentuer. Donc, les dérivés ont quand même un impact sur le prix spot à ce niveau-là. C'est toujours intéressant de voir. Sur Ethereum, sur Ethereum, on a un peu pareil, mais là, on voit qu'on a. Alors, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est les prochaines échéances. Bon, ça c'est intéressant de le voir. Je le suis aussi un peu parce que ça s'est révélé quand même assez intéressant. En gros, ce sont les longues, les shorts et les longues sur Bitfinex. Bitfinex, c'est une des principales plateformes pour le levier. Et donc là, c'est juste en levier, mais ça nous permet de nous donner un peu une idée. C'est une idée, c'est juste sur Bitfinex, donc ce n'est pas hyper précis. Mais j'avais repéré quand même que quand c'était dans le range ici, ça matchait quand même pas mal quand on était dans le range juste après en fait, le crash du mois de mai. Les mouvements de bas et haut. Donc, on voyait quand on avait ici une hausse claire en fait, des shorts, du nombre des shorts, on pouvait s'attendre rapidement à une correction assez rapide. On voyait que ça corrigeait. Là, c'était quand on avait atteint le haut du range, on était redescendu en bas. Quand on avait fait le fake out, on était reparti. Donc, ça, c'était une nouvelle, c'était fait plaisir, mais c'était un fake. Ce que je veux juste te dire, c'est que là, vous voyez, vous avez en fait 40 000 bitcoins en longue. Là, vous en avez 1800 en short. Donc, le ratio entre les deux est extrêmement bullish. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a tellement plus de long que de short. Ce qui n'est pas évident, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ici sur les Ethers, vous voyez, pendant tout le range des Ethers, les Ethers, ils ont rangé longtemps. Il y a pas mal de gens qui ont mis des shorts en place pensant que ça allait retomber en dessous. Hier, ils se sont pris les liquidations que je vous ai montrées. Et là, ça stagne, en fait, voilà, depuis un petit moment. Mais on a 520 000 Ethers donc, qui sont longs. Donc, en gros, il y a des positions avec des leviers longs sur Bitfinex à hauteur de 520 000.
et 200 000, donc plus de 2 fois moins en Ether. C'est moins net que le Bitcoin, mais typiquement, c'est là où, vous voyez, quand vous commencez à avoir un peu de short dans un range, typiquement, les whales font un supply squeeze et font un mouvement hyper haussier, comme on a vu hier, pour aller, pour forcer tous ces mecs-là à sortir de leur short et à Mm. un short squeeze, quoi. Mm. Ça, c'est typique, hein, franchement, on le voit souvent. On le voit assez régulièrement. Maintenant, on peut aussi aller regarder les options, donc Deribit. Deribit, c'est une des principales plateformes d'options. Mhm. Les options, ça nous permet aussi de voir un peu le sentiment à moyen long terme. Donc, vous voyez, là, on a donc le prochain, finalement, la prochaine maturité des options, c'est le 3 septembre, donc c'est demain. C'est un tout petit, tu vois, un open interest de 7000 bitcoins, c'est rien, donc c'est petit, mais on a quand même un put-to-call ratio qui reste, en gros, put-to-call ratio, quand c'est en dessous de 1, évidemment. Donc les puts, c'est je vends, les calls, c'est j'achète. Quand il est en dessous de 0, c'est que c'est plutôt bullish. Bon, 0,83, ça reste modérément bullish. On voit qu'on a quand même pas mal de calls autour de 52 000 dollars. Donc je pense qu'il y en a pas mal de gens qui targetaient ça là, qui targetent ça. Potentiellement, on peut se diriger vers ça, en fait. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir à moyen terme. Vous voyez, donc là, on reste quand même plutôt bullish. Là, ça, c'est quand même assez bullish. On a un open interest qui est ridicule. Mais si on va voir fin septembre, et là, il y aura de la vol. En fait, généralement, quand on a des open interest comme ça de 50 000 dollars, pardon, de 50 000 bitcoins, c'est gros, c'est important. Quand on a ce genre d'open interest, on a de la vol. Et là, voilà, on sent que donc 50 000, c'est une possibilité. 56, après 60, ça reste, ça c'est très bullish, hein, 0,52 comme put to call ratio, c'est très bullish pour la fin du mois de septembre en tout cas. Donc ça donne, c'est juste une pierre de plus pour un peu sentir le sentiment Mm. sentiment des investisseurs, hein. Mais je vais essayer j'aimerais vous montrer peut-être, mais ouais. Ah pardon. Dommage que en fait je peux pas aller voir les autres parce que c'est derrière le truc là. Ah voilà, pardon. Après, vous avez, ouais, ça c'était aussi une façon d'expliquer, que c'est le nombre de transactions sur Ethereum en BTC. On n'est pas sur des sommets, voilà, c'est pour dire que pour moi, on n'était pas du tout sur un top, hein. Enfin, en tout cas, on n'est pas euphorique au point vous voyez, il se passe pas grand-chose en fait sur la blockchain. C'est pas du tout les tops qu'on a pu, enfin les niveaux qu'on pouvait avoir en termes de transactions. Mais le sentiment reste quand même, voilà, bullish, quoi. 74, c'est bien pour les Ethers aussi. 468, ça reste bullish. Mais concrètement, enfin, ce que je crois, c'est que ce qui a fait monter le marché hier, c'est pas les retail. C'est clair, les retail ne sont pas encore là et qu'il va falloir un peu de temps encore pour les faire revenir s'ils reviennent. Si on repasse au-dessus du all-time high, après, il faut qu'il y ait des whales qui soient capables de le faire, de remonter le prix au-dessus du all-time high. À voir, hein, mais ça, euh, j'ai pas de boule de cristal. On va le savoir assez rapidement de toute façon, mais là, ça va dans le bon sens. Le marché reste bullish. Et a priori, on n'est pas du tout dans une phase d'euphorie qui nous indiquerait qu'on peut corriger. Mais bon, voilà, on ne sait jamais avec le crypto. On ne sait jamais. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire globalement. C'est un peu comme ça que je voyais les choses. Je ne sais pas si vous avez. J'ai parlé 42 minutes. Ok. Bah, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Peut-être laisser la parole, si vous voulez. Je vais vous enlever les micros si jamais vous voulez. Et puis moi, j'avais une première question, c'était sur peut-être les événements systémiques qui pourraient toujours arriver, quoi. Notamment sur la partie réglementaire, euh, dans l'environnement réglementaire. Ouais, bah ouais, l'événement réglementaire, c'est un vrai sujet, c'est clair. Pour moi, bah, en fait, il y a des événements réglementaires qui arrivent à moyen. D'abord, tu as, donc, il y a MiCA en Europe, hein, et Stable Act aux US, mais là, c'est à échéance de 3 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. En gros, ils vont réguler les stablecoins et ils vont appliquer la. Et avec notre réglementation PSAN en France, on est quand même plutôt pas mal lotis parce que si jamais on respecte PSAN, on respecte déjà énormément de la réglementation MiCA qui arrive. Donc, c'est vraiment pas mal. Les réglementations qui posent problème, à mon sens, hein, c'est plutôt ce que vient de dire justement Gary Gensler
le chairman de la SEC, qui commence à dire, bon, bah, moi, je vais aller commencer à aller réglementer toute la DeFi. Je vais imposer des KYC à la DeFi. Je vais imposer, je vais en réglementer les stablecoins. Il a dit aussi qu'il confirmait il pensait exactement comme ce que Jay Clayton avait dit, hein, son prédécesseur. Il avait dit que chaque ICO correspond en fait à une IPO. En gros, tous les tokens qui ont été émis dans les ICO doivent être requalifiés en securities. Donc ça, oui, c'est une menace. Effectivement, c'est des trucs comme ça fait peur parce que on sait, voilà, ils peuvent pas aller chercher tout le monde d'un coup, mais ils vont aller les chercher un par un. Ils sont après Ripple en ce moment. Ils vont aller s'attaquer. J'ai vu à BitConnect, très bien BitConnect, mais voilà, Ethereum a fait une ICO, pas le Bitcoin, mais Ethereum a fait une ICO. Il y en a plein qui ont fait des ICO. Donc ça c'est effectivement un truc à suivre de près. Et l'autre gros truc, à mon avis, que tout le monde, je suis assez étonné que personne n'en parle parce que c'est vraiment la grosse partie, à mon avis, qui arrive, c'est ce qu'on appelle les FATF, Financial Action Task Force, un truc, vous savez, c'est un groupement d'États et c'est une organisation qui fait des propositions. Et donc, en gros, les États doivent les respecter, même si ça n'a pas valeur réglementaire en soi. Le fait qu'il y a un peu la force du groupe qui impose de respecter ces lois, ces recommandations. Et les dernières recommandations de la task force, c'était clairement d'aller imposer à la DeFi, à tous les acteurs de l'univers des cryptos, quels qu'ils soient, des obligations de KYC. Et donc ça change énormément de choses. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur le marché? Ouais, potentiellement à court terme. À long terme, non. Pour moi, je pense que les réglementations, tout le monde en est conscient. Ça fait partie du truc. C'est ce qui va faire devenir les cryptos en fait une classe d'actifs en soi. Ça va permettre aussi de protéger les investisseurs qui arrivent et qui ne connaissent rien, qui se font avoir. Non, il y a du bon aussi. Après, effectivement, ça va changer sans doute pas mal de choses dans la défi. Donc, ça n'arrêtera jamais la lame de fond qu'est l'univers des cryptos actuellement, jamais, ça c'est sûr. Mais Et le,